Dans cette vidéo, nous allons parler de la transgénèse. La transgénèse qui consiste à transférer des gènes, des transgènes dans une plante qui va les recevoir et qui sera, disons, qualifiée de plante transformée génétiquement ou un organisme génétiquement modifié, une plante génétiquement modifiée. Nous parlons exactement des caractérisations moléculaires et biochimiques, et ces caractérisations moléculaires et biochimiques, ils visent d'abord à voir est-ce que notre transgène il est à l'intérieur de l'ADN, est-ce qu'il est intégré dans le niveau de l'ADN et en combien de copies il l'a fait. Si maintenant la chose elle est réussie au niveau de cette étape, il faut voir est-ce que notre transgène, est-ce qu'il a réussi la transcription. La transcription, ça veut dire est-ce qu'il a fait des ARN messagers, des mRNA, et puis après, troisième étape, il faut voir est-ce que cet ARN messager, est-ce qu'il a réussi, disons, la traduction au niveau de la cellule, est-ce qu'il a donné la protéine vraiment qui va donner le caractère. في هذا الفيديو سنتكلم عن نقل المورثات عبر ما يسمى بالهندسة الوراثية، والسؤال الذي يجب أن يطرح كيف يمكن أن نتتبع الجين الدخيل، الجين العابر داخل نبتة ما، وهذا يتم من خلال أولا تفحص الADN أو الحمض النووي الريبوزي ناقص الأكسجين للنبتة، هل هو يحتوي على المورث الدخيل العابر أم لا، وكم من نسخة تحتوي هذه النبتة من هذا الADN الدخيل من هذا المورث. وبعد هذا كذلك يجب وضع تساؤلات، هل المورث الدخيل المورث العابر هل نجح في عملية النسخ، أي نقل من حالة ADN إلى حالة ARN. وفي المرحلة الأخيرة والثالثة يجب التأكد كذلك هل هذا الARN أقول الرسول هل تمكن من الانتقال إلى بروتين، والبروتين كما تعرفون يعطي الصفة التي ستظهر في النبتة. In this video I will speak about transgenesis and in particular about the molecular and biochemical characterizations of the transgene in the DNA, plant DNA or animal DNA or many other DNA you want. The first step to check is to know if our transgene was included in the DNA and in how many copies it was present in this DNA. The second step is to check if this transgene was successful in its transformation in mRNA. And in the last step, you have to check if this RNA that corresponds to the transgene was successful in the step of traductions into proteins and proteins that gives characters if you want. Avant de parler de la caractérisation moléculaire et biochimique des transformants résultant de la transgénèse ou transformation génétique, je voudrais rappeler d'abord que la régulation des gènes est un moyen pour la cellule de développer des mécanismes qui lui permettent de réprimer le gène ou les gènes qui codent pour des protéines inutiles, et aussi de les activer au moment où ces protéines deviennent nécessaires. On passe par un signal externe, qu'on voyait ici, où l'organisme, par exemple une plante, doit répondre aux questions qui sont ici posées, where, aina, où, question aussi, when, quand, mata, et aussi question how much, kam, combien. Et à ce moment-là, les processus de transcription et traduction commencent. Le suivi du transgène, et c'est là où
est intéressant pour ce qui nous concerne, commence au niveau de l'ADN. Au niveau de l'ADN, est-ce que le transgène s'est intégré ou pas intégré et en combien de copies? Si tout se passe bien, il faut regarder après au niveau de la transcription, au niveau du mRNA ou de l'ARN-M, l'ARN messager, à l'échelle de la transcription. Et là aussi, si tout se passe bien, est-ce que ça a été transcrit ou pas transcrit? Il faut regarder dans la dernière étape les produits. Les produits, ça veut dire les protéines, au niveau de la traduction, sont-elles présentes ou absentes? Tester l'intégration du transgène dans l'ADN. Première étape au niveau de la recherche de la présence de l'ADN transgène dans la plante, transformant, susceptible d'être transformé, commence par des tests d'abord qui sont simples et qui sont appelés tests dot-blot ADN-ADN, où il faut vraiment purifier l'ADN des plantes ou de la plante, et puis après déposer quelques volumes sur un papier nitrocellulose et mettre à côté le transgène en différentes copies. Exemple, copie 4 fois, 3 fois, 2 fois, 1 fois, et puis après, hybrider le tout avec une sonde qui est marquée, mais sonde qui est complémentaire, la séquence complémentaire à notre transgène. Et puis après, regarder, est-ce qu'il y a présence, absence de transgène? C'est l'aspect un peu qualitatif de la chose. Par exemple, ici, au niveau de la plante, ici tout à fait à gauche, il y a effectivement présence du transgène. À côté, l'autre, il y a présence aussi de transgène. Et aussi, on peut se rendre compte de combien, ou estimer le nombre de copies de ce transgène intégré dans l'ADN de la plante par l'intensité, tout simplement, de la bande. Parce que ici, c'est une gamme étalon en copie du transgène et dont on compare l'intensité du DNA que nous avons prélevé à partir de la plante. Par exemple, ici, le premier, ici, son intensité, il ressemble plus ou moins à, disons, le dépôt transgène numéro 3 ici. Même intensité, ça veut dire c'est à peu près le même nombre de copies d'ADN intégrées dans la cellule. Donc ceci me rend compte donc de la présence-absence de notre transgène dans la plante, dans l'ADN de la plante, et puis sur le nombre de copies. Autres tests qui sont beaucoup plus intéressants, ce sont des tests qui vont répondre à l'intégration du transgène et aussi à l'estimation du nombre de copies. Ce sont des tests de type RFLP et ce sont aussi, et surtout aussi, des tests qui sont basés sur la PCR. La PCR, et puis après, basé aussi tout ça sur l'électrophorèse, sur des gels, qu'ils soient d'agarose ou qu'ils soient de polyacrylamide. On va donner ici un test d'intégration du transgène dans l'ADN, mais fait par RFLP. Par RFLP, c'est un juste exemple, et prenons l'exemple d'un ADN sauvage, une plante qui n'a pas subi de transformation et dont il est coupé son ADN par une enzyme de restriction. EcoR1 ici comme exemple, elle va couper ici à ce niveau, elle va couper à ce niveau ici. Et puis après, lorsqu'on fait l'électrophorèse, évidemment, on se rend compte qu'on aura 3 fragments. 3 fragments, regardez en bas, dans le gel pour l'électrophorèse, juste à gauche, parce que on trouvera un fragment qui est de petite taille, petite, tout à fait vers le bas, un fragment de taille moyenne, il est au milieu, ici, sur le gel, et puis un fragment qui est de grande taille, tout à fait vers le haut, ici. 3 fragments pour cet ADN qui provient donc de plantes qui n'a pas subi de transformation génétique. Pour la plante, disons, qui a subi la transformation génétique et dont on veut un peu la tester, et si on suppose que notre transgène s'est intégré au niveau de ce site de restriction. À gauche ici, il va y en avoir disparition de ce site de restriction, parce qu'il y a la transgène qui s'est intégrée à ce niveau-là, et puis ça va disparaître ce site, pas de coupure à ce niveau-là. Et aussi,
ce morceau d'ADN, il devient beaucoup plus long cette fois-ci, n'est-ce pas? Et j'aurai uniquement deux morceaux d'ADN, un qui est grand quand même, n'est-ce pas? Et l'autre aussi qui est relativement aussi grand, à droite, ici à gauche, et j'obtiendrai deux fragments d'ADN uniquement après cette coupure action de EcoR1. Alors, dès qu'il y a diminution ici du nombre de fragments, ça donne un signal comme quoi il y a quelque chose qui a fait une insertion. Insertion, rappelez-vous le principe des marqueurs RFLP, insertion, délétion, les origines du polymorphisme. Ici, on parle d'une insertion, donc il y a disparition, mais au niveau d'un site de restriction qui disparaît, diminution du nombre de bandes, et puis après, action sur leur taille aussi. Passons maintenant au test d'intégration du transgène dans l'ADN des plantes susceptibles d'être transformées par PCR, la Polymerase Chain Reaction, PCA. Alors ce test, il commence d'abord par extraire notre ADN des transformants, ici A, B et C, et puis tout simplement amplifier ces ADN. Mais les amplifier avec des amorces qui sont spécifiques du transgène, dont on connaît, et bien sûr il faut faire la PCR avec ici deux amorces, à droite, à gauche, et puis après, il faut cerner évidemment tous les paramètres comme il est indiqué ici au milieu, dont la température de dénaturation, de fixation des amorces, d'extension, et puis après, lorsque notre PCR est terminé, on fait de l'électrophorèse. Et on regarde à ce moment-là la présence ou absence de notre transgène au niveau de l'ADN. Alors, pour cet exemple ici, la plante A montre effectivement la présence du transgène. Il y a une bande qui apparaît ici, la plante B, il le fait aussi, de la même façon ici, et puis la plante C ne contient rien du tout. Ça veut dire que c'est une plante qui est où l'ADN n'a pas intégré ce transgène, et donc pour des raisons dont on ignore, peut-être pour des raisons qui touchent un peu à la réplication, des mécanismes de réplication de l'ADN ou des choses de ce type. Passons cette fois au test du nombre de copies du transgène par RFLP, ou ce qu'on appelle Southern blotting. C'est le test du nombre de copies cette fois-ci. Nous avons déjà passé l'étape de présence-absence. On considère qu'il est présent notre transgène, et ma foi, on va regarder combien de copies il s'est intégré ce transgène. On va prendre les plantes de tout à l'heure qui avaient intégré le transgène, la plante A et la plante B ici, et on extrait leur ADN, purification et tout ça, et puis après on va subir à ces ADN une hydrolyse. Une hydrolyse avec des enzymes de restriction qui sont E1, E2, et ce sont des enzymes qui coupent une fois dans le transgène. Dans le transgène, ils vont couper une seule fois, et ma foi, on va après faire de l'électrophorèse. Électrophorèse, que vous savez, et on va faire le transfert du contenu du gel sur des membranes de nylon, de nitrocellulose. On fait ce qu'on appelle le Southern blotting. Après Southern blotting, on va faire l'hybridation avec détecter l'ADN, le transgène, avec des sondes qui sont marquées. Mais ces sondes, il faut les choisir de façon à ce qu'ils se fixent à une seule extrémité du transgène, se fixant pas sur les deux extrémités, mais à une seule extrémité. Et à ce moment-là, on aura automatiquement des électrophorégrammes qui vont montrer, par exemple, pour la plante A, avec l'enzyme E1, l'enzyme E2 ici, A1, A2, une copie de notre transgène qui s'est intégré dans l'ADN de la plante A. Une seule copie. Pour la plante B, c'est un peu différent, mais on trouve trois bandes ici qui renseignent aussi bien pour l'enzyme E1 que E2, B1, B2, ici au milieu, et cela renseigne sur la présence de trois copies de ce transgène dans cette plante B. Une autre manière d'estimer le nombre de copies du transgène par RFLP, c'est de le faire, mais en notant l'intensité des bandes.
comment on va y arriver? C'est d'abord extraire et purifier l'ADN des plantes concernées et qui ont subi le processus de la transformation, et on va hydrolyser ces ADN par deux enzymes de restriction. Par deux enzymes de restriction, E1 et E2 par exemple, qui sont montrés ici en vert et en rouge ici pour les deux enzymes de restriction, à gauche ici, et c'est des enzymes qui vont couper sur les deux extrémités du transgène. Ils sont sélectionnés, ces enzymes de restriction, qui vont couper sur les deux extrémités du transgène. Et à ce moment-là, on obtient les hydrolysats et on fait notre électrophorèse. Notre électrophorèse, suivie par le Southern blotting, on transfère sur membrane de nitrocellulose, et il faut à ce moment-là faire l'hybridation avec la sonde. La sonde marquée qui est complémentaire à l'ADN du transgène. Et on interprète les résultats en termes de nombre de copies d'ADN par l'intensité des bondes. Mais il faut disposer vraiment d'une gamme étalon ou de marqueurs de nombre de copies. N copies ici, regardez au milieu, ici par exemple 4 copies, ici c'est 3 copies, 2 copies, 1 copie. Et puis après, selon l'intensité que j'ai, je peux dire que cette plante, il contient 2 copies, celle-ci, il contient 4, et ainsi de suite. Une autre façon d'utiliser la PCR dans le test du nombre de copies de transgènes intégrés dans le DNA des plantes ciblées est utiliser ce qu'on appelle la PCR inverse ou inverse PCR. Il y a lieu de se poser les questions. Un transgène, il peut se greffer à des endroits différents au niveau du DNA, de l'ADN, et, ma foi, à des endroits avec des séquences précises, par exemple, intégration en 4 copies, dans une séquence X, dans une séquence Y, et on peut se poser la question, est-ce qu'on peut connaître ces séquences, un site d'insertion de ce transgène, et avoir une idée sur le nombre de copies vraiment d'insertion de ce transgène. Alors, pour amplifier ces séquences, il faut disposer d'amorces, de primers. Et il y a une manière de le faire avec la PCR inverse, c'est de faire une coupure ici avec une enzyme de restriction, et puis après, on va avoir des ADN avec la séquence dont on ne connaît pas, en bleu ici, ici aussi il est en bleu, notre transgène il est au milieu, et on peut faire la ligation. La ligation, ce qu'on appelle self-ligation. La ligation, ici, les deux extrémités en bleu, ils vont se joindre l'un à l'autre, et il va rester ici, en vert, notre transgène, qui est au milieu ici. Et puis après, qu'est-ce qu'on va faire par la suite? On va, après avoir obtenu ce qu'on appelle des circular fragments, ou des fragments circulaires, on va utiliser une autre enzyme de restriction qui va couper cette fois-ci sur le transgène. Et à ce moment-là, on va ouvrir ces cercles, si vous voulez, et on va avoir un ADN qui est étalé, mais qui a des extrémités ici, une partie du transgène ici, une partie du transgène ici, et du moment où on connaît la séquence du transgène, on va faire des amorces, des primers, qui vont un tout petit peu nous permettre, en les plaçant à chaque extrémité ici, après bien sûr le processus de la PCR, il faut la dénaturation et tout ça, on va amplifier ces régions qui étaient inconnues, disons, en bleu, et dont on qualifie de unknown sequence, et à ce moment-là, on va se rendre compte du nombre de copies et de l'endroit où s'est inséré notre transgène. Après les tests d'intégration, présence-absence de notre transgène au niveau de l'ADN et puis du nombre de copies avec lesquelles le transgène s'est intégré dans le DNA,
On va passer maintenant à l'expression du transgène, mais au niveau transcription uniquement. Est-ce qu'il s'est bien transcrit en mRNA, en ARN, n'est-ce pas? Et une façon de le faire, c'est d'utiliser ce qu'on appelle la RT-PCR. RT reverse transcriptase, PCR, c'est polymerase chain reaction, polymérisation en chaîne de l'ADN. Alors, on doit partir évidemment de l'extraction, purification des ARN messagers, mRNA, à partir de la plante qui est susceptible ou censée être transformée, où elle a été positive contenant, disons, le transgène, mais on ne sait pas est-ce qu'il va réussir le passage vers la transcription ou non. Eh bien, on va extraire les ARN messagers, ils sont très instables, très fragiles, et après, on va les transformer en cDNA, ou DNA complémentaire par une transcriptase reverse ou une reverse transcriptase, reverse transcription. On obtient un cDNA, et ce cDNA, on va l'amplifier. On va l'amplifier avec la PCR, évidemment, avec des amorces dont on connaît, mais qui vont un peu pêcher, si vous voulez, le transgène, à des amorces qui sont spécifiques du transgène, et puis après, on va faire l'électrophorèse, on va regarder. Alors, pour la RT-PCR, ici à droite, il y a deux manières de faire cette RT-PCR. C'est soit de la faire en une seule étape, one step RT-PCR, ou bien de la faire en deux étapes, two step RT-PCR. Une seule étape, one step RT-PCR, c'est tout simplement partir de l'ARN et puis donner les primers pour la reverse transcriptase, pour la PCR aussi, et puis lancer d'un seul coup et la transcriptase reverse et la polymérisation. DNA polymérase, ici les deux enzymes, ils sont présents ici et on obtient d'un seul coup vraiment notre transgène amplifié présent dans le microtube qu'il faut voir s'il est présent évidemment par électrophorèse et s'il est présent ou pas présent. Ou bien de le faire séparément, ça veut dire d'abord lancer la transcriptase reverse, à la transcription inverse, RT ici, puis après rajouter encore des amorces spécifiques vraiment de notre transgène, et puis faire la PCR, et puis après regarder le contenu dessus par électrophorèse, regarder est-ce qu'il y a présence ou absence vraiment de notre transgène. Et ici, on part de l'ARN, des ARN messagers qu'il faut préparer, extraire à partir des plantes. Passons à l'étape de la traduction. La traduction du RNA messager en protéines, passant à l'échelle donc du cytoplasme et regardant si des plantes ils montraient la présence du mRNA, la présence donc du transgène par RT-PCR ou autre, et regarder est-ce que vraiment le transgène il a réussi cette transcription et il va réussir aussi la traduction pour donner cette fois-ci une protéine qui va donner un caractère, comme vous le savez. On fait ces tests par d'abord des tests ELISA. Des tests ELISA, on utilise des anticorps. Des anticorps où on va purifier ou faire des extractions de protéines à partir de la plante qui est censée être transformée, contenir le transgène. Et puis après, sur une plaque d'ELISA, on va mettre des anticorps qui sont spécifiques vraiment de cette protéine visée, si vous voulez. Et puis après, on va rajouter la protéine exprimée, la protéine dont on cherche, qui proviennent évidemment du transgène, derrière laquelle il y a le transgène. Et puis après, on fait un anticorps et puis marqué avec une enzyme, par exemple une peroxydase, et on regarde vraiment la présence ou absence vraiment de notre transgène au niveau de la traduction cette fois-ci. C'est des tests qui sont basés sur des anticorps, sur de l'immunologie, c'est ce qu'on appelle de l'ELISA tout simplement.
Restons à l'échelle des tests biochimiques et des tests de l'expression du transgène au niveau de la traduction cette fois-ci, au niveau protéique. Et une autre façon de faire ce test d'expression du transgène, c'est de le faire par test appelé dot-blot d'immunodétection. C'est pas un test ELISA, c'est un test dot-blot tout simplement d'immunodétection. Et c'est pas un test dot-blot DNA-DNA, ADN-ADN, comme il a été le cas lorsqu'on parlait de l'ADN, mais cette fois-ci c'est d'immunodétection. Alors, ici, je vais donner le cas de la pomme de terre, où on voulait vraiment fabriquer ou produire des plantes qui sont transgéniques, qui expriment une toxine CRI1A, ici, et qui permet de lutter contre un coléoptère. Le dorifore de la pomme de terre, et ma foi, on va faire, pour faire ce test dot-blot, des extraits de protéines à partir des plantes censées être transformées ici, et puis après, plante 1, plante 2, etc. C'est un travail de recherche ici, Chang et al., 1996, et on va faire des dépôts de différentes plantes ici sur un papier nitrocellulose. Et puis après, on dépose à côté, évidemment, ici, des quantités dont on connaît cette protéine, si vous voulez, CRI ici 1A, des quantités, par exemple, 50 nanogrammes, 40 nanogrammes, 30 nanogrammes, 20, 10 et 5 ici, dans cet exemple. Et puis après, ici, c'est des dépôts d'extraits de plantes, dont on ne sait pas est-ce qu'elles contiennent de la toxine ou ne contiennent pas, et puis après, on va révéler tout ça avec un anticorps qui est dirigé contre cette toxine CRI1A, et la réaction ici va être évidemment positive pour les étalons à votre gauche, avec des intensités qui sont différentes selon la quantité vraiment de la protéine qui existait ici. Et puis pour les plantes, ici, à droite, la plante 5, la plante 7, la plante P10, la plante 10, la plante 12, etc., on va voir quel est le degré vraiment d'expression de cette CRI1A au niveau des plantes qui ont été transformées. La plante P5, par exemple, il montre beaucoup plus de protéines, beaucoup plus concentrées ici. Ça veut dire que le gène, il a fait son travail et qu'il s'est exprimé à l'échelle de la traduction. Il y a effectivement la présence de cette toxine au niveau de cette pomme de terre préalablement donc transformée. Par contre, au niveau de la plante P21, il y en a très peu. Ça veut dire la plante, elle peut être rejetée, il peut, pour des raisons dont on ne connaît pas, au niveau de la traduction, pourquoi ça n'a pas fonctionné. Il y a des raisons qui sont multiples, etc. Mais en tout cas, lorsqu'on est arrivé à l'étape de la traduction, ça veut dire qu'on a déjà réussi les tests au niveau intégration. Il existait l'intégration du transgène au niveau de l'ADN, et puis aussi il s'est transcrit en ARN messager, on a vérifié, et on arrive au niveau de la traduction, il y a des faibles traductions à ce niveau-là, ici, en termes de protéines. Par contre, pour la plante P5, là, oui, c'est vraiment réussi. Dans cette présentation, je voudrais donner un résumé des caractérisations moléculaires et biochimiques réalisées dans un travail de transformation génétique pour se rendre compte un tout petit peu des produits obtenus dans ces transformations. Et comme il a été relaté dans cette vidéo, dans les présentations précédentes, on suit toujours les trois grandes étapes. L'étape, si on regarde ici à gauche, l'étape de l'insertion du transgène dans l'ADN cible. Transgene insertion in the host DNA. Et on peut regarder ça avec différentes manières, comme on l'a expliqué. On peut aussi avoir une idée sur le nombre de copies, qu'est-ce que contient cette transgène comme copie intégrée en nombre. Et puis après, on peut regarder au niveau de la transcription, en faisant, si vous voulez, suivant les ARN messagers, est-ce qu'ils sont là, ils sont pas là, etc. Rappelez-vous, RT-PCR, et puis après, on fait au niveau de compartiment traduction pour les protéines, dernière étape, regardez par immunodétection, est-ce qu'il y a vraiment la présence désirée de la protéine ciblée ou non. Alors ici,
je voudrais vous donner l'exemple de la chitinase. Chitinase qui est une enzyme qui hydrolyse un peu la chitine et qui peut être utilisée par des plantes transformées dont on va intégrer le gène dedans. Lorsqu'ils expriment la chitinase, ils vont se défendre contre des champignons ou bien contre des insectes. Et puis, ma foi, à ce moment-là, on aura des plantes qui sont là et qui vont exprimer cette enzyme et qui seront beaucoup plus protégées. Alors ici, c'est un travail de recherche qui a été publié en 1998, Lorito et al., et qui a été publié dans PLAS. Et puis, il consistait tout simplement à prélever ce gène chitinase au niveau d'un champignon qui exprime beaucoup cette enzyme et qui est Trichoderma arsianum. Et puis après, on va le greffer sur des plantes de tabac ici. Ici, c'est juste un exemple des plantes de tabac. Et, ma foi, on suit les étapes comme on fait dans la transgénèse, et puis l'étape de check-in, l'étape de vérification, de caractérisation, on regarde au niveau de l'ADN. On fait ici un simple test de PCR. Est-ce que notre transgène, il est vraiment dans l'ADN? Et en combien de copies? Au niveau de l'ADN, est-ce qu'il s'est intégré ou pas intégré? D'abord, c'est la première question. On fait une simple PCR et les auteurs ici, ils trouvent qu'effectivement, dans certaines plantes, par exemple, ici les plantes TS1A3, il y en a la présence de ce transgène, il est là. Pas de problème, il est rentré dans le processus de la réplication au niveau de l'ADN. L'ADN de la plante, il l'a pas rejeté, il a réussi à être toujours là. Alors, il faut voir au niveau de l'étape de la transcription maintenant, est-ce qu'il a réussi aussi à être transcrit et est-ce qu'il est là ou il n'est pas encore là? Et à ce moment-là, on fait ce qu'on appelle un Southern blotting, après, bien sûr, coupure avec des enzymes de restriction, et on peut voir le nombre de copies avec lesquelles il s'est intégré notre transgène. Alors, on trouve, par exemple, pour la plante TS3, il s'est intégré avec 3 copies, regardez ici à gauche. Avec la plante TS1 pour le tabac, tobacco, il y a une seule copie. Avec la plante TS2, c'est une seule copie. Et pour la pomme de terre, potato, cette fois-ci, la plante TP5, c'est une copie pour TP4. Et il y a toujours une seule copie pour la pomme de terre, mais il s'est intégré avec beaucoup de copies, surtout TS3, la plante, dans le cas de tabac, ici. Et puis après, les plantes qui ont réussi cet examen, on regarde maintenant, qu'en est-il au niveau de leur ARN messager? Est-ce que notre transgène, il a réussi l'étape de la transcription cette fois-ci? Pour la plante TS3, ah oui, il est là. Il y a vraiment un grand spot ici au niveau donc de la plante TS3, au niveau de la tabac ici, c'est le tobacco. Au niveau des autres plantes aussi, ils sont présents. Par contre, chez certaines plantes, il peut être montré des taux vraiment faibles de transcription, si vous voulez. À ce moment-là, c'est des plantes qui sont douteuses. Il y a des problèmes de transcription. On ne sait pas ce qui se passe exactement. Nous allons en parler. Et puis après, les plantes qui ont réussi, cette fois-ci, le transgène réussit à passer la transcription, qu'en est-il au niveau de la traduction? L'expression au niveau de la traduction, en termes de protéines, cette fois-ci, c'est la chitinase. On va la tester soit par immunodétection, par ELISA ou d'autres blot type immunodétection. Et ici, les auteurs, ils ont tout simplement fait un test d'activité sur des extraits de plantes, ici à droite. Ici à droite, et avec les symptômes qui apparaissent dans les plantes qui sont en noir, ici les histogrammes en noir, c'est pour la plante TS5 par exemple, il y a beaucoup de symptômes, mais les chitinases en vert ici, ils sont très peu représentés, exprimés. Par contre, pour les plantes TS3 tout à fait à droite ici, TS3 et TX3, ils expriment beaucoup plus de chitinase, ils vont se protéger mieux et le taux de symptômes, il est vraiment faible, presque nul. Donc voilà une manière un tout petit peu de suivre comment vraiment on suit, on regarde, on contemple, on vérifie la présence et l'expression aussi du transgène de A à Z, de la réplication vers la transcription, vers la traduction en protéines et en propriétés pour tout ce qui concerne la transgénèse.